Il y a une question que les experts en géopolitique posent en privé depuis des semaines et que personne n'ose formuler clairement en public. Cette question est simple. Est-ce qu'une troisième guerre mondiale a déjà commencé sans que le monde s'en rende compte? Pas avec une déclaration officielle, pas avec un vote au Conseil de sécurité, pas avec des discours solennels retransmis sur toutes les chaînes, mais avec quelque chose de beaucoup plus insidieux. Une série de frappes coordonnées contre 3 pays différents en une seule nuit, des attaques simultanées contre des bases militaires américaines aux Émirats arabes unis, à Bahreïn et au Koweït, des drones lancés vers Tel Aviv, un pétrolier attaqué en mer Noire et un détroit qui contrôle 20% du pétrole mondial menacé de fermeture. Tout ça dans la même fenêtre de 48 heures. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas un résumé de dépêches d'agence, c'est une analyse de ce que signifie réellement ce que l'Iran est en train de faire. Pas ce qu'il dit faire, pas ce que les communiqués officiels américains ou israéliens affirment, ce que les faits mis bout à bout révèlent sur la stratégie qui est en train de se déployer. Et cette stratégie est plus dangereuse que tout ce que les médias grand public te montrent. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ce conflit n'est pas une série d'incidents régionaux. C'est la mise en place d'une architecture de guerre prolongée que personne dans les capitales occidentales ne sait vraiment comment arrêter. Reste jusqu'au bout. Pour comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment, tu dois d'abord désapprendre tout ce que les films de guerre t'ont appris sur ce à quoi ressemble un conflit armé. Dans l'imaginaire collectif, une guerre commence par une déclaration officielle. Des armées se déploient, des lignes de front se forment, il y a des batailles décisives, et à la fin, il y a un vainqueur et un vaincu. Ce modèle appartient au XXe siècle. La guerre du XXIe siècle fonctionne différemment. Elle fonctionne par accumulation, par usure, par multiplication de petits événements qui, pris isolément, semblent gérables, mais qui, mis bout à bout, constituent une pression continue capable de modifier les équilibres stratégiques sans jamais déclencher le point de rupture qui forcerait une réponse totale de la part des États-Unis. Des proxys au Liban, en Irak, en Syrie, au Yémen, des milices financées, entraînées et équipées pour mener des opérations que Téhéran peut nier directement. Des drones bon marché envoyés par dizaines pour saturer les systèmes de défense adverses et tester leurs limites. Des missiles balistiques lancés en vagues successives pour maintenir une pression permanente. Mais ce qui se passe maintenant est différent de ce qu'on a vu ces dernières années. Ce n'est plus seulement de la pression par proxy, ce sont des frappes directement revendiquées par les gardiens de la Révolution contre des installations militaires américaines dans des pays souverains alliés des États-Unis. C'est un franchissement de seuil, et il a des implications que peu de commentateurs sont en train de mesurer correctement. Laisse-moi te décrire ce qui s'est passé. Aux Émirats arabes unis, des missiles et des drones iraniens ont visé la base aérienne d'Al-Dafra. Pas la périphérie, pas des zones vides. Les radars patriotes, la tour de contrôle, les hangars de défense aérienne, c'est-à-dire exactement les systèmes qui permettent à la base de fonctionner, de se défendre et de coordonner des opérations aériennes dans la région. À Bahreïn, la base aérienne de Sheikh Issa a été frappée. Des radars d'alerte précoce, des hangars, des réservoirs de carburant utilisés par les avions américains. Bahreïn, c'est là qu'est basée la 5e flotte américaine. C'est le quartier général naval des États-Unis pour tout le golfe Persique et la mer Rouge. Frapper des réservoirs de carburant à Bahreïn, c'est frapper la logistique de toute la présence navale américaine dans la région. Au Koweït, la base d'hélicoptères d'Al-Adiri a été ciblée. Installation logistique, hangar d'hélicoptères. Les hélicoptères militaires ne sont pas des systèmes d'attaque spectaculaires, mais ils sont absolument essentiels pour les opérations de transport, d'évacuation médicale et de soutien logistique. Les neutraliser, c'est réduire la mobilité tactique américaine dans toute la zone. 3 pays, 3 types de cibles différents, tous frappés dans la même fenêtre temporelle. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas 3 équipes iraniennes qui ont eu la même idée en même temps. C'est de la coordination, c'est de la planification. C'est la démonstration que l'Iran dispose d'une capacité de frappe simultanée contre des cibles dispersées géographiquement à travers tout le Golfe. Et c'est le message qui compte le plus dans tout ça. Parce que la valeur militaire directe de ces frappes, que ce soit en termes de systèmes détruits ou de capacités dégradées, est une chose. Mais la valeur psychologique et stratégique de démontrer cette capacité de synchronisation en est une autre entièrement.
Ce que l'Iran dit à Washington avec ses frappes simultanées est ceci. Tes bases dans la région ne sont pas des sanctuaires. Tes alliés qui t'hébergent sont vulnérables. Et si tu choisis d'intensifier ta réponse, nous avons la capacité de créer des problèmes simultanément dans plusieurs endroits à la fois, ce qui est exactement le genre de situation qu'aucun commandant militaire ne veut gérer. La 49e vague d'attaque revendiquée par les gardiens de la Révolution dit quelque chose d'important en elle-même. Pas la 49e frappe, la 49e vague. Ce conflit est dans une phase de campagne prolongée, et l'Iran l'a construit pour durer. Il y a quelque chose que les analystes militaires ont noté ces dernières semaines et que très peu de médias ont expliqué correctement. Le volume de missiles et de drones utilisés par l'Iran dans ces vagues d'attaques récentes a diminué. À première vue, ça pourrait ressembler à un signe de faiblesse, à un Iran qui manque de munitions, à une campagne qui s'essouffle. Mais cette lecture est probablement fausse. Et comprendre pourquoi elle est fausse est crucial pour comprendre ce qui vient ensuite. Quand un acteur militaire réduit le volume de ses frappes tout en maintenant leur régularité et en continuant à cibler des infrastructures à haute valeur, ça peut signifier deux choses très différentes. Première possibilité, il gère prudemment ses réserves. Il a lancé assez de vagues pour faire la démonstration de sa capacité, pour cartographier les réponses adverses, pour tester les systèmes de défense. Et maintenant, il préserve ce qui lui reste pour un usage plus décisif au moment qu'il choisira. Deuxième possibilité, il sélectionne plus soigneusement ses cibles. Moins de missiles, mais mieux dirigés. Moins de saturation, mais plus de précision. Une stratégie qui privilégie la valeur de chaque frappe sur le volume. Dans les deux cas, la conclusion est identique. Un Iran qui tire moins n'est pas un Iran qui abandonne. C'est un Iran qui optimise. Et il y a un élément supplémentaire dans cette équation que les médias occidentaux ignorent presque systématiquement. L'Iran a passé ces dernières décennies à développer et diversifier ses capacités de production d'armement. Missiles balistiques, drones de différentes catégories, roquettes non guidées, missiles de croisière. Des filières de production dispersées sur le territoire pour résister aux frappes. Évaluer l'arsenal iranien comme si c'était une réserve fixe qui se vide à chaque vague est probablement une erreur de méthode. C'est une capacité industrielle en partie continue. Et ça change complètement le calcul de durée que les planificateurs militaires américains et israéliens doivent faire. Une guerre d'usure contre un adversaire qui peut partiellement reconstituer ses stocks pendant que les hostilités se déroulent est une guerre d'un type fondamentalement différent de ce que les doctrines occidentales ont été conçues pour gagner rapidement. Parlons maintenant des frappes contre Israël, parce qu'elles révèlent quelque chose d'important sur l'évolution de la doctrine iranienne. Les médias d'État iraniens ont revendiqué une opération nocturne baptisée « Promesse véritable 4 », ciblant plusieurs installations liées au renseignement israélien. Des drones de type Arash auraient frappé des installations à Tel Aviv, à Rishon LeZion et à Shoham. Mais ce qui est remarquable dans ces revendications, c'est la nature des cibles déclarées. Pas des bases militaires conventionnelles, pas des centres de commandement génériques. Le siège du renseignement militaire Amman, le centre d'opération cybernétique de l'unité 8200. Ces deux organisations sont au cœur de la capacité d'Israël à surveiller ses adversaires, à anticiper leurs actions et à mener des opérations offensives dans le domaine cyber. L'unité 8200 en particulier est l'une des unités de renseignement électronique les plus redoutées au monde. C'est elle qui a été impliquée dans certaines des opérations cyber les plus sophistiquées des 2 dernières décennies. Si les informations iraniennes sont exactes sur la nature des cibles visées, ça ne ressemble pas à des frappes de représailles symboliques. Ça ressemble à une tentative de dégrader la capacité d'Israël à voir et à agir dans les dimensions qui comptent le plus dans la guerre moderne. Cible les yeux de ton adversaire. Cible ses capacités à te surveiller. Cible ce qui lui permet de te frapper avec précision. C'est une doctrine qui a une cohérence interne. Et elle est beaucoup plus sophistiquée que les simples salves de missiles balistiques qui font les gros titres. Il y a aussi quelque chose de symbolique dans le nom de l'opération. Promesse véritable 4.
La quatrième itération d'une opération qui a commencé comme une réponse à un événement spécifique et qui est maintenant devenue une campagne continue, avec sa propre numérotation, sa propre identité, sa propre logique de communication. L'Iran est en train de construire un récit, une narration dans laquelle chaque frappe est présentée comme la suite logique et légitime de la précédente. Une campagne avec un nom, des objectifs déclarés et une progression visible. Ce n'est pas seulement de la guerre. C'est aussi de la communication stratégique. Et les deux sont indissociables dans le conflit du XXIe siècle. Il y a un événement dans toute cette séquence qui a été presque totalement ignoré par les médias européens et qui mérite qu'on s'y arrête. Un pétrolier grec, le Maran Homer, a été attaqué en mer Noire alors qu'il naviguait de Thessalonique vers Novorossiysk. Le navire a été endommagé, aucun membre d'équipage n'a été blessé. Le ministre grec de la marine marchande a évoqué la possibilité que cette attaque s'inscrive dans les tensions liées au commerce énergétique et aux sanctions visant le pétrole russe. Attends, relis cette phrase. Un pétrolier grec attaqué en mer Noire dans le contexte des tensions autour des sanctions sur le pétrole russe au même moment où l'Iran mène des frappes contre des bases américaines dans le Golfe. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Et si ça ne l'est pas, ça dit quelque chose d'extrêmement préoccupant sur la géographie de ce conflit. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la mer Noire est devenue une zone de tension maritime permanente. Les routes pétrolières qui transitent par cette mer, notamment pour le pétrole russe qui cherche à contourner les sanctions occidentales, sont devenues un enjeu géostratégique majeur. Si des acteurs alignés sur l'axe Iran-Russie commencent à cibler des navires commerciaux dans plusieurs mers simultanément, ça crée une pression sur les routes énergétiques mondiales qui dépasse largement le cadre du conflit moyen-oriental. Pense à ce que ça signifie concrètement. Le golfe Persique sous pression, la mer Rouge déjà perturbée depuis des mois par les frappes des Houthis contre les navires commerciaux, et maintenant la mer Noire. 3 corridors maritimes majeurs pour l'approvisionnement énergétique mondial, tous sous pression simultanément. Ce n'est pas une coïncidence géographique, c'est une convergence stratégique. Et elle a des conséquences directes sur les prix de l'énergie, sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et sur la pression économique que les pays occidentaux vont ressentir si ce conflit se prolonge. Les guerres du XXIe siècle ne visent plus seulement les armées adverses, elles visent les économies, elles visent les chaînes logistiques, elles visent la résilience civile des sociétés qui soutiennent les adversaires. Et dans cette guerre économique souterraine, l'Iran et ses alliés ont une capacité de nuisance qui est structurellement sous-évaluée dans les analyses occidentales. Parlons maintenant de quelque chose que les médias ont couvert superficiellement, mais dont les implications profondes n'ont pas été expliquées. Mohsen Rezaï, responsable politique iranien de premier plan, a formulé publiquement les conditions que Téhéran poserait pour envisager une désescalade. Ces conditions sont au nombre de 2. Premièrement, une compensation financière des pertes subies par l'Iran. Deuxièmement, le retrait des bases militaires américaines du Golfe. Et l'Iran affirme que le détroit d'Ormuz pourrait rester fermé aux navires américains. Analyse ces 2 conditions attentivement, parce qu'elles sont conçues pour être inacceptables. Le retrait des bases militaires américaines du Golfe n'est pas une demande que Washington peut satisfaire, politiquement ou stratégiquement. Ces bases sont le fondement de la présence américaine au Moyen-Orient depuis des décennies. Les céder sous la contrainte iranienne enverrait un signal aux alliés américains de la région qui rendrait toute garantie de sécurité américaine future non crédible. Une compensation financière pour les pertes iraniennes est tout aussi impossible à accepter politiquement pour n'importe quelle administration américaine. Ce serait reconnaître implicitement que les opérations militaires contre l'Iran étaient illégitimes. Ces conditions ne sont pas des points de départ d'une négociation. Ce sont des positions conçues pour être refusées, afin de permettre à l'Iran de continuer le conflit en se présentant comme la partie qui a fait des offres raisonnables. Et le détroit d'Ormuz comme levier de pression est le plus puissant de tous les arguments iraniens. 20% du pétrole mondial,
2 points sur 100 du produit intérieur brut mondial qui transite par ce corridor de 30 km. Fermer le détroit, ou même convaincre les marchés que sa fermeture est crédible, c'est faire monter le prix du baril de façon immédiate et globale. L'Iran n'a pas besoin de fermer physiquement le détroit pour en tirer un avantage stratégique. Il suffit que la menace soit suffisamment crédible pour que les compagnies d'assurance maritime augmentent leurs primes, que les armateurs déroutent leurs navires, que les marchés ajustent les prix à la hausse. C'est une guerre économique menée par la rhétorique autant que par les armes. Et c'est une dimension du conflit que très peu d'analyses grand public saisissent correctement. Il y a un chiffre dans les déclarations iraniennes récentes qui mérite d'être examiné avec attention. Depuis le début des opérations, les autorités iraniennes déclarent avoir intercepté 114 drones ennemis au-dessus de villes stratégiques comme Téhéran, Tabriz, Bandar Abbas et Ondimeshk. 114 drones interceptés, c'est un chiffre considérable, et il faut le lire à plusieurs niveaux. Au premier niveau, il dit quelque chose sur l'intensité du conflit aérien au-dessus du territoire iranien lui-même. Si ce chiffre est même partiellement exact, ça signifie que l'espace aérien iranien est devenu une zone de combat active, avec des drones ennemis pénétrant régulièrement des défenses qui sont censées protéger certaines des villes les plus importantes du pays. Au deuxième niveau, il dit quelque chose sur la nature des opérations adverses contre l'Iran. L'utilisation de drones à grande échelle pour pénétrer l'espace aérien iranien suggère une stratégie similaire à celle qu'on observe ailleurs, saturer les défenses aériennes avec des systèmes peu coûteux pour tester leurs limites, cartographier leurs angles morts et préparer des frappes plus précises avec des armements plus coûteux. Au troisième niveau, ce chiffre est aussi un outil de communication interne. Affirmer avoir abattu 114 drones, c'est dire à la population iranienne « Nos défenses fonctionnent, nous sommes capables de protéger notre territoire, nous tenons bon face à l'adversaire ». Ce qui est indiscutable, c'est que la guerre aérienne au-dessus de l'Iran lui-même est une réalité. Les villes mentionnées ne sont pas de petites localités périphériques. Téhéran est la capitale avec 10 millions d'habitants. Tabriz est la deuxième ville du pays. Bandar Abbas est le principal port pétrolier iranien sur le golfe Persique. Ondimeshk est un nœud logistique militaire important. Quand le ciel au-dessus de ces villes devient un champ de bataille, même intermittent, la population iranienne vit la guerre autrement. Et ça a des conséquences sur la politique intérieure, sur le soutien populaire au régime et sur la durée pendant laquelle une campagne militaire peut être maintenue sans créer une pression interne insupportable. Revenons à la question que j'ai posée au début de cette vidéo. Est-ce qu'une troisième guerre mondiale a déjà commencé sans que le monde s'en rende compte? Je ne vais pas te donner une réponse définitive, parce que personne ne la connaît, et parce que quiconque prétend avoir cette certitude te ment. Mais je vais te donner les éléments qui permettent de répondre intelligemment à cette question. Ce que nous observons correspond à tous les critères d'un conflit armé multi-acteurs à grande échelle. Des frappes directes contre des installations militaires d'une superpuissance dans plusieurs pays souverains. Des attaques contre des centres de renseignement d'un État allié. Des perturbations des routes maritimes mondiales dans plusieurs régions simultanément. Et un acteur principal, l'Iran, qui affirme publiquement ses objectifs, revendique ses opérations et formule des conditions de désescalade conçues pour être refusées. Ce qui manque pour que le monde appelle ça officiellement une guerre, c'est la déclaration formelle, la reconnaissance mutuelle, le non. Et c'est exactement ce que l'Iran évite. Pas parce qu'il a peur du mot, mais parce que rester dans la zone grise entre la guerre et la paix lui donne des avantages tactiques et diplomatiques qu'une déclaration formelle lui ferait perdre. Dans la zone grise, les alliés des États-Unis hésitent à s'engager pleinement. Les marchés financiers absorbent les chocs sans paniquer complètement. L'opinion publique occidentale reste divisée sur la légitimité d'une réponse militaire massive. Et l'Iran peut continuer à exercer une pression économique et militaire continue sans déclencher la réponse totale qui l'écraserait. C'est une stratégie sophistiquée.
et elle est en train de fonctionner exactement comme prévu. Ce que ça signifie pour toi concrètement, c'est ceci. Les prix de l'énergie dans les prochains mois vont être directement affectés par ce qui se passe dans ce détroit. Les marchés financiers vont continuer à être nerveux et les décisions politiques que tes gouvernements vont prendre dans les prochaines semaines vont être déterminées en grande partie par la façon dont cette crise évolue. Tu as le droit d'avoir une opinion sur tout ça, mais pour avoir une opinion utile, tu dois d'abord comprendre ce qui se passe réellement, pas la version simplifiée, la version complète. Si cette vidéo t'a donné des éléments de compréhension que tu n'avais pas avant de commencer à la regarder, clique sur « J'aime maintenant ». C'est le seul outil que tu as pour dire à l'algorithme que ce type d'analyse mérite d'être vu par plus de monde. Commente « Zone grise » si tu as regardé jusqu'ici et que tu comprends maintenant pourquoi ce conflit est plus complexe et plus dangereux que ce que la plupart des gens pensent. Abonne-toi, parce que la prochaine vidéo va analyser ce que les États-Unis préparent concrètement en réponse à tout ça. Et les options sur la table sont plus radicales que ce que les déclarations officielles laissent entendre. On ne détourne plus le regard.